Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. J'ai trouvé l'applaudissement peut-être un peu frais pour les sponsors. Alors, est-ce qu'on pourrait faire, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour les sponsors de votre événement? On ne le dira jamais assez, les sponsors, quoi qu'on en pense, eh ben, ils sont indispensables pour tous ces événements partout. Donc, merci à eux. Et puis, un gros big up à tous les gens qui sont orange, parce que franchement, parce que quand on est orga, on y met du cœur et ça fait du bien de voir ça, cette belle fête se faire. Est-ce qu'il y a un Gilles dans la salle? Il n'y a pas de Gilles. C'est con, j'avais prévu ma blague carambar là-dessus. Elle était pour toi, Gilles, cette conférence. Je suis donc blague carambariste, Gilles. Je suis Romain Couturier, je suis aussi conteur de nouvelles histoires organisationnelles. Je suis agitateur organisationnel, ergonome d'interaction, je l'ai trouvé la semaine dernière. Et sur ma carte de visite, j'étais même allé jusqu'à mettre facilitateur systémique. Je cherche encore ce que ça veut dire. Je suis coach agile, en fait. Okay, autoproclamé depuis 2012. Autoproclamé, ça veut dire que je l'ai mis moi-même sur ma signature. Et ça marche. Première itération en 2007, à peu près. Et donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'agile? Alors, pas tout à fait. Si je vous en fais la démonstration, regardez bien. C'était la deuxième blague carambar agile. Ça fait 10 ans qu'on l'entend. Il fallait que je leur fasse une dédicace à ces petites blagounettes. Quand mon kiné m'a vu arriver dans sa salle et qu'il m'a fait faire ce test, il s'est fendu d'un « Ah ouais !» Ça n'avait pas l'air d'être j'avais pas l'air d'être son premier patient, et pourtant, je suis l'antithèse de cette agilité. Alors, quand je vais voir... pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, je voulais vous parler de mon kiné. Voilà, tout ça pour vous parler de lui. Parce que quand je vais voir mon kiné, il me pose toujours la même question. Et j'aime bien quand il me pose cette question. Une question toute simple. « Ah, monsieur Couturier, comment ça va ?» Alors, je sais que cette question, il la pose à tous ses patients. Je sais très bien qu'il n'y porte pas un intérêt particulier à moi, monsieur Couturier. Mais il me dit quand même comment ça va. Et moi, ça me donne envie de lui répondre. Et du coup, j'ai envie de savoir aussi, voilà, comment ça va? Ça va? Ouais, bien, ça va? Comment ça va? Ouais. Comment ça va? Bien? Bien? Toi, le jeune homme, ça va bien? Très bien. Si je regarde, madame, ça va? Très bien, ça va, super. Toi aussi, ça va, Bastien? Très, très bien. Tout le monde va bien. C'est merveilleux. Très bien. Formidable. Comment ça va, votre agilité? Ça va, ton agilité? Ah, c'est moins... Ouais. Ça va? Nickel. Waouh. Toi, tu touches le sol. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Ça va, ton agilité? Feras attention, tu as la tête qui part à droite. Ça va, ton agilité? Bon, je ne vais pas le faire avec tout le monde. On va le faire ensemble, si vous voulez bien. On va faire une petite météo agile. Ah. Alors, petite météo agile, levez la main. On va faire hyper basique. Hein, on va pas... Qui a une agilité si tu es sur Remo, tu peux d'ailleurs répondre à la question. Hein. Qui a une agilité de taré, une agilité rayonnante, une agilité belle, une agilité qui siffle, qui chante comme les petits oiseaux au printemps? Qui a cette agilité-là chez lui? Chez elle? Une orga. Très bien. Très bien. Tu as gagné un pot de miel, bravo. Tu viendras le chercher tout à l'heure. Félicitations. On peut l'applaudir, il a une belle agilité rayonnante. Bon, les autres, il faut qu'on se parle. Qui a une agilité quand même plutôt pas trop mal? En vrai. Ah. Ensoleillée, mais à tendance un peu couverte quand même. T'inquiète pas, si t'as pas levé la main, j'arrive. Qui a une agilité qui ressemble un peu à la météo qu'on attend tous depuis longtemps?
Ah, il y a quand même 2-3 gens honnêtes. Bravo. Enfin, pas bravo pour le... Bravo d'avoir levé la main, vous aurez compris. C'est vraiment du courage. Et vraiment. Hein. Tu sais très bien quelle est la dernière option. Qui a une agilité terrible. On pourrait qualifier peut-être d'horrible. Personne. Tu viendras chercher un pot de miel toi aussi. Parce que ça te remettra de la douceur. Comment ça va, votre agilité, cette promesse de l'agilité? On se remémore quand même l'agilité. Alors, pour les deux du fond, là, à côté du radiateur, qui auraient dormi pendant les 15 dernières années, on va juste se redire un petit peu ce qui s'est passé. Agile, cette promesse planétaire aujourd'hui. En vrai, en vrai, j'ai plus de son. Si. Ah bon, d'accord, c'est une vue de l'esprit. Ça marche. Ça m'arrange, j'étais un peu long à faire ma planète. La promesse agile, qu'est-ce qu'elle nous promet, cette agilité? Elle nous promet de la qualité. Il y a de la qualité dans notre agilité, non? Ouais. On va mettre ça sur le fait que ce soit le réveil, hein. C'est pas ouf quand même. La qualité, la productivité. Avec Agile, on est beaucoup plus productif. Attention, quand je dis ça, je ne suis pas ironique. Hein. Je pense véritablement qu'on peut être beaucoup plus productif en agilité. Une agilité, l'agilité, c'est être efficace. L'efficacité agile. Si tu es en train de te moquer de mon pouce en l'air, essaie d'en faire un aussi rapidement. En vrai, je l'ai répété tellement de fois, je suis tellement déçu d'arriver à ce niveau-là, mais c'est pas grave. On est efficace en agilité, c'est la promesse, non? On est quand même censé l'être. Quand je vois le nombre de gens qui répondent pas oui à cette question, je suis quand même... Oh! On est agile, oui ou non? Ah bah quand même! Oh! Agile, c'est la convivialité. Un mot qui a beaucoup trop de syllabes à écrire dans une conférence comme ça. C'est vrai, c'est sympa d'être avec les gens tout le temps. Enfin, si on aime les gens avec qui on est, évidemment, parce que sinon c'est vachement moins convivial. Pour d'autres personnes, la promesse de l'agilité, c'est une promesse de rentabilité. Il me semble qu'avec l'agilité, on devrait gagner mieux. Voilà. Ça a aussi des impacts au niveau des business models. Bon, ça suppose évidemment qu'on le mesure, mais ça, c'est une autre question. Et puis le gros sujet, quand même, dans plein d'équipes, une promesse de prédictabilité. Il me fallait un autre mot en IT, mais sinon, tu l'appelles planification, tu as compris, c'est la même chose. En agile, on est vachement plus... on est meilleur, non? C'est tout ça, les promesses agiles. C'est tout ça, et puis il y a plein d'autres mots en IT. Hein, je vous laisse, je ne sais pas si tu as une idée, toutes ces promesses qui terminent par IT. Tout ça, c'est agile. Voilà. Il me semble, en tout cas. Dernier mot qui termine en IT, c'est aussi la réalité. Il y a combien de réalités aujourd'hui en agilité? Si je m'appuie un petit peu sur ce que je lis sur les réseaux sociaux, sur les blogs, il y a plein de trucs. Alors, j'ai pas envie de troller dans cette conférence, mais vraiment pas. C'est pas mon genre. Non, pour de vrai. pour de vrai. Mais je pense qu'il y a plusieurs réalités. Et ces réalités, elles existent. Voilà. Quelles sont les réalités d'agilité? Voilà, moi, je vous propose je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme réalité, en fait, quand j'arrive dans des organisations, quand je viens bosser avec des équipes? Il y a clairement... Il y a des gens, on ne va pas se mentir, on le sait, c'est pour avoir une caution, la caution agile. On le sait, tu mets le drapeau agile, voilà, tu as planté agile, c'est cool, ça ne change rien, mais tu as mis agile, voilà, c'est pour faire bien, et ça existe. Ça existe. Voilà. Il fallait répondre non. Si tu es venu avec ton chef, j'espère que tu n'as pas répondu oui à ce moment-là. Parce que tu peux mettre à jour ton profil sur LinkedIn. Là. Alors,
Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pour caution. Alors, OK, peu importe. Je suis même pas sûr que je sois pas passé par là quand j'ai démarré il y a quelques années. Parce que franchement, le badge agile, il est quand même assez cool, assez classe. Bah, moi, je l'aime bien. Donc, je peux comprendre. Plutôt quelque part, si on regarde le verre à moitié plein, on peut dire c'est plutôt valorisant d'avoir des gens qui se mettent une étiquette agile. Non, c'est une espèce d'ambassadeur de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça marche. Il y a d'autres il y a d'autres organisations. C'est uniquement pour se réassurer. Alors, ça, j'aime bien parce que, en gros, c'est des équipes qui font 2-3 trucs agiles, pas grand-chose, hein, mais 2-3 trucs, et ils savent globalement que c'est pas de l'agile, mais c'est un peu agile quand même. C'est facile de griller qui est dans quelle case. Hein. Il suffit de regarder les. Hein. Ah, il y a ceux que... Après, il y a l'agilité pour certaines personnes, c'est un vrai projet. Et ça, c'est cool. Un vrai projet, c'est une. Ah non, là, c'était le projet. C'est pas grave. On va inverser. Hop. Ça fait partie des aléas du direct. Je vais donc aller sur l'autre. Et on va inverser. Pour certaines équipes, c'est une volonté. L'agilité, c'est juste une volonté. C'est pas facile, c'est pas simple, mais c'est juste un désir. Voilà. Une espèce d'entre-deux, c'est pas très clair. Il y a d'autres boîtes, il y a d'autres équipes. Clairement, c'est un projet. Et c'est un projet qui est planifié, c'est un projet qui est organisé, et c'est très bien. Et puis, pour certains et certaines d'entre nous, alors là, on érige l'agilité au rang de valeur. On l'incarne, on la porte. Je me suis même dit, je vais peut-être faire un 6e niveau, c'est-à-dire l'ADN, mais je m'étais dit que je n'avais pas assez de billes scientifiques, mais je pense que pour certains, certaines, il y en a qui le portent au cœur. Ça fait moins rire hein, quand on parle des valeurs, c'est toujours pareil. Vous avez vu comme c'est chiant, comme je te dis. Pourtant, c'est indispensable. D'où la précision de mon cadre tout à l'heure que je ne trollerai pas. Parce que je pense qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'on troll. Je pense qu'on y perd. J'y reviendrai après. On peut être n'importe où, il n'y a pas de problème, mais on peut largement imaginer que dans une organisation, si je me situe à un niveau et que je rencontre quelqu'un qui n'est pas au même niveau, ce ne soit pas forcément la belle rencontre. C'est tout à fait, c'est assez logique. Enfin, moi, ça me surprend pas du coup qu'il y ait un certain nombre de débats. C'est sûr que si tu croises quelqu'un qui ne croit pas en l'agilité et que toi tu la portes au cœur, eh ben évidemment, ça clash. Mais quand on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Si tu n'as pas la référence, c'est que soit tu es trop jeune, soit tu es trop vieux, soit tu n'as jamais écouté Neg Marron et tu le mets dans ta playlist tout de suite après la conférence. Petite dédicace à Grégory Alexandre, qui est grand fan de ce genre de ce placement de petites blagues. Donc faisons le bilan. Si on fait le bilan à la française, on va regarder le verre à moitié vide. Et on va arriver sur des trucs, voilà. Alors qu'en vrai, je pense qu'aujourd'hui, l'agilité n'a jamais été aussi active, pour une raison très simple, c'est qu'en vrai, quand tu poses la question à plein d'équipes, qui aujourd'hui voudrait revenir en arrière? Personne. Donc, je formule l'affirmation, c'est plus une hypothèse, c'est que l'agilité aujourd'hui, elle est mainstream, elle est là, elle est pour longtemps, elle est loin d'être morte, et elle plaît. On ne reviendra pas en arrière sur cette question d'agilité. Le bilan est donc extrêmement positif. Et je pense qu'on peut se féliciter de tout ce travail qu'on a fait depuis toutes ces années. Bravo à nous. Et quand j'ai préparé cette conférence et que je suis arrivé à ce slide, j'avais un problème de transition. Je me suis dit, comment je vais enchaîner avec la suite? Et en fait, ça m'est apparu comme une évidence. Parce que mes petits personnages, là, ont un tout petit problème dans le dessin. C'est qu'ils sont sous l'eau. Oui, c'est ça, ouais. On y vient, on y vient.
T'inquiète. Calmement, c'est d'où tout à l'heure. Agilité, l'agile, franchement, c'est top, c'est génial, c'est super. Et on va juste s'arrêter sur quelques combinaisons d'agilité, parce que ces personnages, s'ils sont sous l'eau, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les organisations. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont sous l'eau, je ne sais pas si parmi vous, il y en a des gens qui croisent des gens sous l'eau. Tu as vu comment on fait tout ça en même temps? C'était prévu qu'à 9h26, on hoche la tête. Alors, agile. Si tu mets agile avec un certain nombre de choses, c'est ce qu'on va... Moi, j'appelle ça des combinaisons pourries. Voilà. Pour être bien clair dans l'intention. Les combinaisons pourries, c'est quoi? Tu vas vite comprendre le principe, c'est pas très compliqué. Si tu mets agile dans un environnement, nos limites. Nos limites, il n'y a pas de priorisation. Le principe, c'est que tout est en P1. On est en 2022, on le voit encore. Et on est encore en train d'essayer de se battre, essayer de se dire on met tout en P1. Non! Le no limit, c'est l'inefficacité générale. Tu investis sur l'inefficacité, tu peux t'informer, tu peux regarder. C'est le plus beau des paradoxes dans l'agilité, je trouve ça absolument merveilleux. C'est que si tu veux arrêter le no limit, tu as la solution sous les yeux, tu as juste un truc à faire. Tu enlèves le no. Ça s'appelle limiter le travail. Promis, un jour, je ferai une autre conférence là-dessus. Limite le travail. Voilà. Si tu mets agile avec du no limit, c'est une agilité pourrie. Pas à cause de l'agilité. Si tu mets l'agilité avec du multi, je vais l'appeler multi-tout, comme ça chacun fera sa définition. Hein. Alors multi-tout, tu mets ça, c'est du multi-projet, c'est du multi-client, c'est du multi-tâche, c'est du multi-produit. Il y en a qui répondent à ces critères-là? Voilà. On réussit quand même, c'est quand même brillant, on réussit par juste ce mécanisme-là à démotiver des gens, à ce qu'ils n'arrivent plus à voir ce qu'ils sont capables de produire, ce qu'ils voient même plus ce qu'ils accomplissent. La solution, alors elle n'est pas sous tes yeux là, mais ça s'appelle commencer par terminer et arrêter de commencer. Voilà, tu l'écris en gros. Voilà. Multi-tout et agilité. Bon, je travaille dessus, évidemment. Et puis, le dernier, l'agilité et les dépendances. Ah! Les dépendances. On a dû rater un truc sur le XXe siècle, ou je sais pas, où on a trop bien compris l'industrialisation. C'est pas parce qu'on met ensemble des gens compétents que ça fait un truc efficace. La somme des optimums locaux ne forme pas un optimum global. C'est une belle idée, mais ça se heurte au principe de réalité. Et là encore, on a trouvé un truc très très simple pour casser les dépendances en agile. Ça s'appelle se parler. Quelle innovation! Eh, bravo les agilistes! Tout ça pour nous dire qu'il faut qu'on se parle. Bravo. Donc si tu mets cette... Voilà 3 combinaisons pourries. Alors j'aurais pu en trouver d'autres, mais on m'a donné insuffisamment de temps pour les évoquer toutes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu mets agile avec ça, tu vas galérer. C'est gagné, c'est garanti. Au moins tu le sais. Tu vois, tu peux ressortir de la conférence en disant hey, je sais pourquoi, c'est pourri. Il y en a qui ont le grand chelem ou pas là? Eh, vous viendrez me voir. Alors, j'ai plus de pot de miel. Par contre, vous viendrez me voir, j'ai un cadeau pour les 3 gagnants du fond. Là. Et ouais, il y en a qui ont le grand chelem. Ouais. Ouais. Tous ceux qui répondent oui après, j'ai pas non plus que... Alors, il y a un autre facteur. C'est peut-être celui qui dessert le plus, qui dessert le plus l'agilité. Et franchement, celui-là, il nous fait du tort. C'est ce qu'on appelle l'effet de retardement. J'aime bien ce nom. Alors, il n'est pas de moi. Hein.
Moi, je l'ai trouvé dans un bouquin de Peter Senge ou Peter Senge. Il faudra qu'un jour quelqu'un me dise comment on prononce ce nom, parce que je ne sais pas comment on l'appelle, ce monsieur, mais en tout cas, son bouquin est très bien sur la cinquième discipline. Alors, le principe de l'effet de l'effet de retardement, c'est assez simple, en fait. C'est que quand tu mets agile, quand on voit les organisations, quand elles mettent agile, dit ah, c'est pourri, ça va pas. OK. Bon, là, tu vois une conférence, tu viens Agile Tour Bordeaux, tu fais un truc, ah, on va mettre agile, trop bien. Ouais, super. Tu mets agile. Et là, si tu fais bien ton job, normalement, tu arrives à embarquer les gens. Donc là, youpi, les gens, ils sont contents. Oh, ça n'a pas l'air d'être le cas chez tout le monde, mais bon. Normalement, quand on fait bien son travail, ça doit être comme ça. Si on brûle les étapes, ça ne marche pas. Et puis après, on se dit, ouais, on a mis agile, trop bien, on va récolter les fruits de cette espèce de vache à lait agile. Je fais la traduction parce que je n'étais pas sûr de mon coup, en fait. Mais maintenant que tu la vois, elle restera gravée toute ta vie dans ta tête. Et en fait, tu n'as pas ça. Et en vrai, agilité, c'est lent. C'est rapide à comprendre au niveau individuel, l'agilité, mais collectivement, c'est particulièrement lent. C'est très, très lent. Et j'ai une pensée toute particulière pour les gens qui ont déjà eu une expérience agile, une bonne. Il y en a, j'espère, parmi vous qui ont eu une bonne, il y en a qui ont... Voilà. Et qui arrivent dans une autre boîte. Franchement, je pense à vous parce que ça doit être dur d'arriver dans une boîte où l'agilité, c'est lent. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Bref. Dit autrement, c'est pas parce que l'agilité, ça marchait une fois que ça va remarcher. Ça peut remerder. Parce que s'il y a bien un truc dont on ne t'a pas parlé dans l'agilité, c'est un truc énorme. Mais un truc monstrueux. Que tu trouves comme ça, par hasard. Parce que l'agilité, ça a quand même une grande particularité, c'est qu'on est passé d'un modèle pas très collaboratif à un modèle hyper collaboratif. Alors on fait des réunions, tout ce que tu veux. Et c'est hyper collaboratif. Et quand tu hyper collabores comme ça, de manière un peu frénétique, tu tombes sur l'ego. D'abord, tu tombes sur l'ego des autres. Hein. Essaie de te mettre à la place des autres pour savoir sur quel ego ils tombent. T'auras compris la vanne. Il y a un sujet là-dessus. Et ça, on ne te l'a pas dit. Ah, il n'y a qu'à se voir, tu vas voir, ça va être génial. Ah, ça va être cool. On va faire des trucs de priorisation. C'est bon ça? Okay. Et donc, soudainement, on découvre que cette agilité magique par les outils qu'on y a mis, elle n'est plus tout à fait aussi magique. Elle peut même avoir un caractère un petit peu décevant. Parce qu'elle ne propose pas les résultats qu'on avait imaginés. En anglais, on dit wishful thinking. On est parfois dans une forme de pensée magique, agile, une wishful agile. Et la wishful agile, malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Ça n'existe pas. Enfin, si, elle existe en théorie. Mais ce gros truc au milieu, là, il va nous empêcher, il va nous freiner. Il est là. Or, il est là de manière toute simple. Hein. Comment on sait qu'on tombe sur ce truc-là il suffit de savoir, on fait une recherche Google dans les mots qui sont prononcés dans les conversations. Est-ce que le mot « problème » arrive? Et s'il y a des problèmes, a priori, il devrait y avoir un truc autour de ça. Alors, dans les problèmes, tous les problèmes ne se valent pas. Hein. Il y a des petits problèmes. Des petits problèmes techniques, des petits problèmes organisationnels. Il y a plein de petits problèmes qu'on arrive à régler. Et puis, on peut avoir des problèmes avec des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes avec des gens. Non. Soudainement, vous voyez, on assume vachement moins. Hein. C'est rigolo quand même. Alors, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui nous fait... Oh mon Dieu!
On est passé à 2 doigts de la boulette, là. T'imagines même pas le temps de préparation sur cette conférence pour arriver à ça. Allez, refocus. Moi, les problèmes préférés sur lesquels j'aime bien travailler, c'est les non-dits. En anglais, on parle elephant in the room. J'aime bien ça. Les non-dits, pour bien comprendre ce que c'est, je trouve que c'est vraiment la partie. Tu sais, c'est un peu. Imagine quand tu as 13 ans, tu sais, quand tu as un énorme bouton qui te pointe là. Tu essaies de l'attraper, ça fait mal quand tu le frottes. Quand tu arrives à l'éclater, tu en mets un peu partout. Ouais, ma femme m'a dit, t'es sûr que tu vas la faire celle-là? Je dis, ouais. Et après, ça fait encore un peu mal, mais quelque part, tu es un peu soulagé. C'est ça, un non-dit. Et des non-dits, on peut travailler dessus en agile. Et Dieu sait qu'il y en a. Et comment on fait en agile? Ah oui, on l'a dit tout à l'heure. Il y a un outil génial en agile. Ça s'appelle le dialogue. On l'a dit, il faut se parler. Quelle révolution, incroyable. Ah, il y a des dialogues faciles. Les dialogues faciles, c'est quand tu arrives à discuter avec des gens. Tu te dis tout, je sais pas, il y en a qui se disent tout au boulot. Ah, on se dit tout. Des trucs bien, même quand on est français. Hein. Je sais pas quelle est la culture à Bordeaux, mais à Lyon, on n'est pas hyper fort hein, en positif. Hein? Non, ce dialogue-là, facile, on se dit tout, même ce qui ne va pas, franchement, il est dur, il n'existe pas partout, c'est pas évident, c'est pas simple. Voilà. Est-ce qu'on arrive à créer ces espaces de dialogue-là? Peut-être, peut-être pas. Alors, pour ceux qui ont la chance de faire des dialogues faciles, profitez-en, expliquez-nous comment vous faites. Je pense qu'on gagnerait à savoir comment on s'y prend. Sur des dialogues un petit peu plus, d'une autre nature, sur les dialogues un peu plus complexes, fut un temps, on utilisait des post-it, parce que ça nous aidait à faciliter les dialogues. On faisait ça. Je dis on faisait parce que qui fait encore des ateliers post-it en vrai hein? Vous voyez, il n'y a plus rien à gagner, désolé. Ça, c'est devenu un objet vintage. Si vous en avez, gardez-les, hein, ça vaudra de l'or dans quelques années. Alors maintenant, pour faciliter nos dialogues, on est passé en remote, comme on dit, en distanciel. J'adore le distanciel. Je kiffe le distanciel. Je bénis cette période de distanciel. Je pense qu'on n'a pas la meilleure opportunité que de structurer notre dialogue grâce au distanciel. Je pense qu'on n'a toujours pas compris comment le distanciel peut nous aider à créer des protocoles de discussion, parce qu'on est obligé, sinon c'est le bordel. Ça a l'air fun, vos réunions en distanciel. Petite dédicace, petit message à toi qui n'allume toujours pas ta webcam. Sache que le monde ne t'en voudra pas. Mais quand même, sache que le dialogue passe par l'établissement d'un contact, y compris avec le visuel, et que si on ne te voit pas, tu nous prives de ton dialogue et tu nous prives d'un dialogue avec toi. Évidemment, tu as le droit de faire respecter ta vie privée, et je la respecte. Mais si j'ai envie de dialoguer avec toi, je vais le faire beaucoup plus difficilement si je ne le vois pas. Donc s'il te plaît, allume ta webcam et utilise la fonction de floutage. Et puis, il y a des dialogues perdus. Les dialogues perdus, où on a ces gens qui ne se parlent plus, qui ne se parlent pas. D'ailleurs, on ne sait même pas s'ils se sont déjà parlé. Ces gens-là, comment on va pouvoir rétablir le dialogue? J'ai trouvé cette année, j'étais en grosse difficulté sur cette question-là depuis des années, je pense depuis à peu près tout le temps. Et grâce à une discipline que j'ai découverte qui s'appelle les pratiques narratives, ça m'a juste changé la vie, quoi. Juste par une phrase, la personne n'est pas le problème. La personne, c'est la personne. Le problème, c'est le problème. Si tu comprends la puissance de cette phrase, ça change à peu près tout. Et ça veut dire que derrière, le problème existe véritablement, en dehors de la personne.
Ça nous fait donc un objet commun sur lequel on peut créer une instance de dialogue, et à partir de là, on va pouvoir reconvoquer des choses impossibles, des choses qui semblaient impossibles, de manière extrêmement simple, extrêmement légère. Et en pratique narrative, on travaille notamment sur la notion de valeur. Oh, tiens, les valeurs. Ah, bah, ça tombe bien, ça nous intéresse énormément quand on est en agilité. Oui, on peut recréer des dialogues, y compris quand ils sont perdus. Encore faut-il se mettre à la tâche, et cette tâche, elle est pour qui? Je te le donne dans le mille. Tu vois, tu ne sais pas répondre à cette question. Alors, on a travaillé sur cette question avec une consoeur qui s'appelle Alice Barallon, voilà, que j'embrasse. Et on s'est dit que cette question-là, c'était au maître agile de la traiter. Alors, c'est quoi un maître agile? C'est qui un maître agile? Il est juste ceinture noire de l'agilité. Qui est ceinture noire de l'agilité chez toi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Un maître agile, c'est quelqu'un qui est légitime dans son action de travailler sur l'agilité. J'ai une autre affection particulière pour toutes celles et ceux qui, au quotidien, quelle que soit leur fonction, leur dénomination, leur nom, travaillent au quotidien pour faire que cette maîtrise de cette discipline collective, elle existe. Et on voit très bien ce que c'est qu'un maître agile. Quand il arrive, on le voit. Quand il part aussi, on voit bien. Hein, t'en as déjà un qui est parti de chez toi. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va travailler? Alors, tu pourrais te dire, bah, c'est vrai que la solution, finalement, en voyant cette planche, bah, ce serait de mettre un coach agile derrière chaque personne. Personnellement, j'y suis favorable, vu que c'est mon métier. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit sain. Peut-être qu'il faudrait plutôt un maître agile dans chaque boîte. Et peut-être qu'il serait temps qu'on se dise qu'un maître agile, au moins un, ce n'est pas du luxe. Quelqu'un qui est légitime est légitimé. Quelqu'un qui a donc la possibilité d'agir parce que c'est sa mission. Ah, sa mission, c'est quoi? Parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il fait. Sa mission, très facile. Tu te concentres sur tous les rituels. Commence par ça, fais simple. C'est quoi un rituel? Un rituel, bah, c'est des espaces de dialogue, hein, ni plus ni moins. C'est des endroits où on va mettre des gens qui vont se parler. Et des rituels, vous en connaissez plein. Il n'y a pas de souci. Plus, il y en a plein qu'on peut créer. Ces rituels, ils doivent permettre de créer des espaces de dialogue répétés entre des personnes. Pour que ces rituels soient fructueux, pour qu'ils soient bons, en tant que maître agile, je vais mettre un cadre sécurisé. Je vais travailler sur ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Et ce n'est pas la même pour les uns et les autres. Ma sécurité émotionnelle n'est pas la même que vous, et on peut la voir à travers un outil assez simple, en fait. Un outil que j'ai découvert aussi à travers les pratiques narratives, mais peut-être que ça existe ailleurs, ce qu'on appelle les cercles d'or. Vous avez peut-être déjà fait le constat qu'une personne, lorsqu'elle vous fait un retour, lorsqu'elle vous dit quelque chose, si vous vous sentez proche d'elle, si vous avez une affection, si vous avez un lien particulier avec elle, cette personne-là, elle peut vous dire plein de choses et vous allez l'intégrer. À l'inverse, si c'est un autre, c'est peut-être pas la même chose. Et puis pour certains, la même phrase, ça va peut-être produire un effet un petit peu différent. C'est ça mon job en tant que maître agile, de travailler sur d'être attentif à ces objets-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les rituels dans lesquels nous sommes sont suffisamment sécurisés émotionnellement? Comment est-ce que je crée une sécurité? Pareil, les outils, on les connaît. Quand j'arrive dans un rituel, je dois savoir qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Combien de temps ça va prendre? Quand est-ce qu'on va finir? Oh mon Dieu! On vient de réinventer le QQ au QCP. Mais oui! Nom de Zeus, Marty. C'était sous nos yeux depuis le début. Eh oui. Il faut juste répondre à ces questions. Vous y répondez toujours à ces questions, dans tous les rituels.
Tu mens, Martoni. Quel rituel on va créer? Il y en a plein des rituels. Pour moi, il y en a un parmi tous ceux-là qu'il faut absolument travailler. Il y en a un, le rituel. Celui où on va parler de l'amélioration. S'améliorer. Je sais que tu voudrais que j'utilise un autre terme à ce moment-là dans ta tête, mais je ne l'utiliserai pas. Je parle d'amélioration, c'est tout. L'amélioration en tant qu'équipe. Quand est-ce qu'on se parle de comment on fait les choses collectivement? Et quand est-ce qu'on s'en parle? À quelle fréquence? Quand est-ce qu'on refait cette conversation? Quand est-ce qu'on la rejoue? Quand est-ce qu'on se la redit? Et c'est pas simple. Et on peut le faire à plein de niveaux. Après, le deuxième rituel sur lequel il faut se concentrer, c'est prioriser. Prioriser, trier. Voilà. En gros, peu importe. L'essentiel, c'est que le résultat, on s'y tienne. Tout le monde s'y tient aux priorisations. J'aime bien ces blancs qui en disent beaucoup. Prioriser, ce n'est pas la même chose quand on est dans un projet, quand on est dans un produit. Ça impose la clarification des règles et ça aide à structurer la gouvernance. C'est vraiment des ateliers, ce sont des ateliers, mais merveilleux. Difficiles, mais merveilleux. Après, on travaille sur la visualisation. On doit visualiser aujourd'hui et peut-être réinventer avec le numérique ce qu'on a perdu quand on l'avait en physique, pour ceux qui ont déjà eu la chance de l'avoir en physique, bien sûr. Je ne parle pas d'avoir une liste, hein. Je parle d'avoir des vrais objets visuels. Vous savez, avant, ça ressemblait à ça. Parce qu'avant, mais aujourd'hui encore, on a toujours le même besoin. Peut-être qu'il faut qu'on le réapprenne, de se synchroniser les uns les autres. Parce que se synchroniser, c'est aussi un espace de dialogue avec une portée un petit peu particulière. Et à la fin, n'oublions pas quand même de montrer ce qu'on a fait. Combien de rituels de démonstration est-ce qu'on a? Montrer véritablement le travail. Et à l'intérieur, on pourrait y mettre ce qu'on veut. Ce que j'ai fait là, moi, c'est ce que j'appelle l'agilité minimum. On pourrait appeler ça un framework, si on veut. J'en ai aucune idée. Mais il me semble que si on répète, voilà, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux, hein, tu as le droit, mais que si tu fais tes propres expérimentations, à mon avis, tu vas tomber sur un truc qui n'est pas trop éloigné de ce truc-là. C'est un peu la base. Et cette agilité minimum, aujourd'hui, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on le fait ensemble? Et tout le temps? Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être. En tout cas, c'est ma proposition. En conclusion, inventer son agilité, réinventer son agilité, c'est, vous l'avez compris, c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de transmettre, c'est s'interroger, se poser des questions. Ça veut sans doute dire faire preuve d'humilité pour créer et entretenir cette discipline, ces fondations collectives. Et en même temps que je suis en train de conclure, je suis en train de me dire que j'ai peut-être oublié un truc. Un petit truc. Peut-être oublié de parler de ces gens qui nous disent s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ce qu'on fait. Parce qu'après tout, l'agilité, c'est un peu pour les utilisateurs qu'on l'a fait, non? Alors, je vois le temps qui passe. C'est dommage. J'aurais pas le temps d'en parler. Il y a tant à dire. Mais vraiment, je vais vraiment pas en parler. Donc, en attendant de les trouver, en attendant de les voir, en attendant d'aller leur poser des questions, on peut peut-être commencer lundi et collectivement, commencer par se poser la question, comment ça va, notre agilité, et comment vont nos utilisateurs? Je vous remercie.
Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Tu as été trop clair. Ou tu les as traumatisés, c'est une autre option. Je ne sais pas. Laquelle des deux options? Il a été clair ou il vous a traumatisé? Bonjour. Bonjour. Donc, je suis David Topol, je suis PO à Pôle emploi. Et la question que je pose, c'est vrai que bon, l'agilité, c'est plein de vertus, comme tu l'as évoqué, on sent bien tous les bienfaits. Moi, la difficulté que j'y vois énormément, c'est, bon, comme beaucoup de personnes, on est dans une équipe au milieu de 110 équipes ou 120 équipes dans la DSI, enfin beaucoup d'équipes, quoi. Et quand on commence, c'est un framework qui marche si un peu à l'échelle de l'entreprise, tout le monde s'y met réellement, mais on voit que chacun y va à sa propre vitesse. On voit qu'on a des contraintes dans tous les sens. C'est le Rumicube que depuis 12 ans, j'ai vécu dans 2 grosses DSI, au Crédit Agricole premièrement et maintenant à Pôle emploi. Ça s'améliore, comme tu l'as dit, c'est très, très, très lent. Mais qu'est-ce que tu recommandes pour si, par exemple, tu veux transformer effectivement une énorme DSI comme ça, comment bon, c'est une question vaste, hein, comme la présentation était. Mais comment on s'y prend effectivement pour. Enfin, pour moi, ma vision, c'est que des fois, il y a des énormes mammouths avec métiers, DSI, plein d'équipes. Ça marche si tout le monde s'y met, mais si tout le monde s'y met pas au fur et à mesure, comment ça marche? Quelle est ta vision là-dessus? Donc la question, c'est quoi? Comment, en fait, comment dire, arriver dans des organisations complexes comme ça, très, très, très complexes, à déployer l'agilité à une échelle, une vraie agilité, c'est-à-dire pas une fausse, une vraie où on ne se dit pas, bon, quand est-ce que tu termines, c'est quoi le macro-chiffrage, c'est quoi les contraintes, ou alors, ça peut être, est-ce que tu as déjà, dans une très grosse DSI, réussi à implanter une vraie agilité? Alors, oui, parce que je veux quand même continuer à avoir des clients. Si je dis non, je suis grillé. Je ne sais pas, moi je suis déjà grillé. Ça dépend quelle réponse tu veux offrir. Si on est dans cette conférence, il me semble qu'aujourd'hui, le constat, c'est que c'est lent. C'est lent pour les gens qui veulent que ce soit rapide, mais pour d'autres, c'est extrêmement rapide. Si tu as compris ma phrase, ça veut dire que le décalage entre ceux qui voient les choses très rapides, qui voudraient que ce soit beaucoup plus rapide, et ceux qui trouvent que c'est déjà extrêmement rapide, la vitesse est complètement dingue. Donc, il me semble que peut-être qu'il faut calmer les ardeurs de ceux qui voudraient que ce soit rapide. Je ne suis pas très heureux en l'affirmant, parce qu'on a besoin des gens qui ont de l'énergie, on a besoin de gens moteurs. Et il me semble qu'on est juste en train de réapprendre la patience. Et la patience, on ne l'a pas beaucoup évoquée. On voudrait des résultats rapides, et c'est souhaitable. Il me semble qu'aujourd'hui, on a fait des progrès considérables, et que rien que pour ça, on peut se féliciter. C'est loin, loin, loin d'être parfait. J'ai aucune idée de la solution sur un contexte comme le tien, tout simplement parce que j'y vais jamais. Je suis admiratif des gens qui vont travailler dans des boîtes de cette taille-là. Moi, je peux juste témoigner que quand je travaille avec des plus petites boîtes, il y a moins d'inertie, c'est plus rapide. Alors, est-ce qu'il faut lutter contre l'inertie? Peut-être. Il me semble que chacun apporte sa pierre. Moi, j'ai plutôt envie de voir les choses de manière un peu positive. Si on faisait le bilan calmement, je pense qu'on verrait beaucoup de positifs. Mais peut-être que les bilans, il ne faut pas les faire sur 3 semaines. Peut-être que les bilans, il faut les faire sur des échelles plus longues pour des boîtes qui font ça de manière plus longue. Et peut-être qu'on arriverait à mettre du positif. Je ne suis pas certain qu'on arrive à trouver comment est-ce qu'on valorise, j'en ai pas forcément parlé là, mais la valorisation des acquis, c'est un vrai sujet. On en parle peu. Enfin, je me bats là dans pas mal de boîtes qui sont plus petites, mais juste pour créer des forums ouverts à 70. Les freins sont monstrueux parce qu'on a peur. La première question qui se pose, c'est mais ça veut dire que les gens ils vont parler en fait. En fait, on est en train. Moi, je dis juste, est-ce qu'on n'a pas juste un peu peur du dialogue? En fait, quand on dépasse cette peur, c'est facile. Et il se passe plein de choses. Je pense qu'on n'a pas assez de lieux
des vrais lieux de dialogue. Et le dialogue, c'est long, c'est clair, c'est très long. Parce qu'en plus, il faut écouter les gens. Vous imaginez le privilège que j'ai de pouvoir vous parler pendant 1 heure. Si tout le monde avait 1 heure, ce serait horrible. Ce serait horrible parce qu'il faudrait énormément de temps pour écouter tout le monde 1 heure. C'est vrai. J'ai répondu à ta question ou pas? Ah, pardon. Elle est très présente. Elle est... Il y en a d'autres qui pourront sans doute... Une question là-bas, ouais. Oui, c'était juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que pour le coup, moi, je travaille aussi dans un paquebot qui est énorme, dans l'industrie pharmaceutique, pour le coup, qui a une volonté depuis 2 ou 3 ans de mettre en place une culture agile au niveau mondial. Et je sais qu'il y a eu des initiatives locales, en fait, dans certains pays qui ont été hyper intéressantes pour le coup. Parce que pour le coup, ça va un peu à l'inverse de ce que tu viens de dire. Ils se sont posé la question de se dire, est-ce que l'agilité, elle doit passer par en haut pour descendre vers le bas et insuffler, ou est-ce que finalement, on ne va pas commencer par le bas pour faire remonter finalement tout ça? Et il y a des gens qui sont moteurs, il y a des innovators, des gens hyper motivés. Et du coup, dans certains pays, ils avaient fait le choix de passer par ces innovators pour que ça transpire et ça, je n'ai pas le bon mot, mais ça diffuse en fait effectivement sur les early adopters, etc., etc. Et qu'au final, il y a toujours des réticents à la fin, mais au bout de la chaîne, tu n'as pas démotivé ceux qui avaient envie d'aller vite. Et puis, tu as intégré tout le monde au fur et à mesure avec des gens sur le terrain qui étaient convaincus et une vraie troupe plutôt qu'un discours descendant qui va contre la notion même d'agilité pour moi. Voilà. Merci. Mais dans les faits, ça n'existe pas encore. Merci. Il y a une question là. Et puis après, je suis désolé, mais le timing est un petit peu serré. On voit. Okay, merci. Merci pour la conférence. Moi, je me retrouve bien dans la notion de caution quand tu parlais des réalités face à l'agile. Ma question porte plutôt pour ceux qui sont en haut. C'est-à-dire que moi, je vais très rapidement. Quand je suis arrivée, j'étais dans une équipe auquel il y avait une personne qui a essayé de les amener à l'agile. Ça n'a pas trop marché. Je me retrouve beaucoup dans le dialogue et ça a beaucoup aidé les équipes. Mais maintenant, parfois, en fait, j'ai l'impression que pour en haut, c'est un peu la caution, ça y est, on y est dans l'agile, mais j'ai envie d'aller, tu vois, d'aller un peu plus, aller plus vers le côté projet. Et ça coince un peu en haut, donc je ne sais pas trop. Au niveau des équipes, je vois avec le dialogue, et je vais continuer à le faire parce que je suis vraiment d'accord avec le reste. Mais est-ce que tu aurais des petites astuces un peu pour driver ceux qui sont au-dessus, quoi? Une astuce pour driver ceux qui sont au-dessus. Driver, c'est pas le bon terme. Vous avez pris l'option, les gars, ou pas? Parce que ça, c'est l'option qui coûte cher, hein, celle-là. C'est quoi? C'est l'option qui coûte cher. Ah. Oui, j'ai une astuce. Peut-être juste les inviter à créer un dialogue. La question après que ça va tirer, c'est on va parler de quoi? Très bonne question. Ça va peut-être permettre de poser un intitulé. Et après, on va se dire comment on va organiser cette discussion. Très bien. Et qui va la faciliter ou la gérer, peu importe le nom qu'on lui donne. Et il me semble que ces moments-là n'existent pas. Et comme tout le monde s'attend un peu sur cette question, bah, il y a des boîtes où ça se fait et des boîtes où ça ne se fait pas. Et dans les boîtes où ça ne se fait pas, il n'y a pas la personne qui va créer le dialogue. Vas-y, crée-le, le dialogue. Mais c'est à eux de le créer. Tu les vois, les égos? Hein? Si on ne leur demande jamais rien, c'est sûr qu'ils ne le prendront jamais. Si on ne va pas les voir, si on ne crée pas les opportunités du dialogue.
Si je puis me permettre, excuse-moi, aussi ce qui arrive de temps en temps pour certains projets, c'est un peu l'inverse. Des fois, ils veulent s'inviter un peu trop aussi dans tous les rituels. Et voilà, rappeler que la priorité est partout, à 100% aussi. Un joli non-dit, voilà. Je te ramène sur l'histoire que j'ai racontée sur les non-dits, comme ça c'est bon, tu l'as? Ouais. Dans les non-dits, qui est assez délicieux, je trouve, c'est un petit bonbon, c'est l'incapacité qu'on a de ne plus inviter des gens et de réguler les invités des temps collectifs. Et ça, c'est absolument magique, parce qu'après, on se retrouve avec des faux problèmes de type comment on fait des réunions à 17, alors qu'en fait, le sujet n'est pas comment on gère une réunion à 17. Ça peut, hein, il y a plein de choses pour le faire, mais c'est plutôt qui devrait être présent et de réexpliquer les règles. Et ça passe par des temps de dialogue. Le dialogue, c'est aussi des dialogues sur les règles. Quand je parlais de l'amélioration, à un moment donné, on peut se reposer la question de se dire comment on améliore ces temps-là. Est-ce que les gens doivent être là? Et quand ça se fait très bien. Après, il faut apprendre aussi à dire à des gens, écoute, ce serait bien si tu venais plus. Et si tu le dis comme ça, on va voir la nature de l'ego. On a le temps de prendre une dernière ou pas? Non, je Non, suis très bien. désolé, cette fois-ci, je me suis engagé auprès de certaines personnes à tenir Très bien. le timing. Et voilà, je vais essayer de le faire. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Un big up pour Romain.